Kurt Lischka avait pour mission d'exterminer un peuple. C'était en fait une usine de la mort. Il n'y avait aucune volonté de traduire ces criminels nazis en justice. Les Klarsfeld croient en l'action. Il fallait faire quelque chose. Il y avait des complots en Allemagne pour nous tuer. Rien, absolument rien ne pouvait les arrêter. Cologne, en Allemagne de l'Ouest. Les activistes politiques, Serge et Beate Klarsfeld, surveillent un immeuble dans un quartier paisible. C'est là que vit le criminel de guerre nazi, Kurt Lischka. Lischka était le grand organisateur de l'arrestation, de la déportation et du transport des Juifs vers l'Est, l'euphémisme nazi qui signifiait leur extermination dans les camps comme Auschwitz. Un vide juridique protège des nazis comme Lischka de poursuites en Allemagne. Les Klarsfeld veulent faire changer la loi afin que Lischka paie pour ses crimes. Nous avons appris que la plupart des criminels nazis qui avaient participé à la déportation des Juifs de France vivaient en Allemagne sous leur vrai nom. Nous étions indignés de découvrir qu'ils étaient devenus des juges, des hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires. Ils voulaient forcer les Allemands à se rendre compte qu'un important criminel nazi vivait parmi eux. Le couple a quitté son appartement de Paris pour traquer le criminel de guerre. Beate a appelé les informations à Cologne et elle a obtenu l'adresse de Kurt Lischka. Ils m'ont donné son adresse sur une rue de Cologne. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Pour Serge, la mission dépasse la politique. Ce juif français a perdu sa famille dans l'Holocauste. Nous l'avons vu partir à son travail de comptable. C'était un homme d'affaires. Toutefois, il y a 30 ans, ce comptable était le chef de la Gestapo de Paris. Il a orchestré le meurtre de 33 000 juifs. Il a été envoyé à Paris pour diriger le service des affaires juives, qui ne s'occupait pas du bien-être des Juifs, bien sûr, mais plutôt de leur extermination. Il a organisé l'arrestation des Juifs en France et leur déportation à Auschwitz. C'était son travail. Il avait pour mission d'exterminer un peuple. Après la guerre, il est tombé entre les mains des autorités tchèques. Elles l'ont libéré en 1950. Il est retourné vivre en Allemagne. Il y menait une vie normale avec sa famille. C'était un homme d'affaires prospère. C'est ahurissant de passer ainsi de l'extermination d'un peuple à une petite vie de citoyen ordinaire, mais c'était comme ça. Lischka a prospéré. Il est maintenant directeur financier dans une compagnie de transport de céréales à Cologne. Il expédiait les céréales exactement comme il avait fait avec les Juifs. Le transport des grains, le transport des Juifs, c'est le même travail. Le lendemain, les Klarsfeld retournent devant l'immeuble de Lischka. Cette fois, ils sont accompagnés de caméramans pour filmer le nazi. Les Klarsfeld savaient qu'il allait marcher jusqu'au tramway. Il prenait le tramway pour se rendre à son travail à Cologne. Lischka n'agissait pas comme un fugitif. Il vivait sans se cacher.
Tout à coup, nous avons vu un homme très grand. Il portait un manteau noir, il avait une mallette et il fumait des cigarettes. Serge m'a dit que c'était bien lui. C'est le début d'une chasse épique qui durera près de 9 ans. Nous avons filmé Lischka quand il est sorti de son appartement. J'ai commencé à le filmer de biais pour qu'il soit dans le cadre le plus longtemps possible. Je le suivais. J'étais derrière lui. Lischka s'est mis à courir. J'ai couru moi aussi. Je balayais la rue d'un œil. Avec l'autre, je regardais dans le viseur pour le suivre. Nous ne voulions pas lui faire de mal, mais il a peut-être eu peur de nous. Il a caché son visage avec sa mallette. On voit sur le film qu'il me jette un regard. Ils sont sans conteste devenus un cauchemar pour lui si on se fie au film où le chef de la Gestapo de Paris s'enfuit comme un écureuil poursuivi par un chien. C'était évident que cet homme était un criminel. On le voyait à sa manière d'agir. Il avait peur de la vérité qu'ils incarnaient. C'était la vérité de ses crimes qui le pourchassaient, pas les Klarsfeld. Je l'ai filmé jusqu'à ce qu'il monte dans le tramway. Nous avions tourné des images d'un criminel nazi qui courait dans les rues de Cologne. Les Klarsfeld espèrent que le film de Lischka les aidera à influencer l'opinion publique en Allemagne. La traque des criminels nazis est devenue leur mission. Serge était un jeune avocat intelligent et intense. Beate était une jeune fille au père brillante. Serge a ouvert les yeux de Beate sur ce qui est arrivé durant la guerre. Aux côtés de Serge, Beate a compris qu'en tant qu'Allemande, c'était sa destinée de forcer l'Allemagne à examiner son passé. Toute leur vie depuis n'a été qu'une très longue campagne contre l'injustice qu'ils ont menée avec fougue. En Allemagne, plus particulièrement, le couple rencontre d'importants obstacles. L'État et l'appareil judiciaire allemand grouillaient encore d'individus qui ne voulaient pas chasser les nazis, soit parce qu'ils l'avaient été eux-mêmes, soit parce qu'ils connaissaient des gens qui l'avaient été. En fait, Kurt Lischka a déjà été condamné pour crime de guerre, mais en France, en 1950. Fait étonnant, tant qu'il reste en Allemagne, il est protégé. Les individus comme Lischka restaient libres parce qu'il n'y avait pas de traité entre les Français et les Allemands sur la façon de les ramener en France pour subir leur procès. En jouant sur le sentiment de honte, les Klarsfeld veulent obliger l'Allemagne à adopter une nouvelle loi qui punira les criminels comme Lischka. Ils diffusent donc leurs films dans les médias. Il a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision en Allemagne et en Occident. Mais l'indignation publique n'est pas au rendez-vous. Il ne s'est rien passé, que le silence. Il fallait donc réagir. Frustrés par l'inertie du gouvernement, les Klarsfeld radicalisent leurs actions. Fidèles à leurs habitudes, les Klarsfeld ont décidé qu'il n'y avait qu'une chose à faire et que ce n'était pas d'écrire des lettres au Parlement, mais d'agir. Ce sont des enfants des années 1960. Ils aimaient créer l'événement.
Nous avons décidé de le kidnapper pour le ramener en France. Ils souhaitaient le ramener en France pour le remettre aux autorités afin qu'elles s'en occupent. Une tentative d'enlèvement d'un ex-chef de la Gestapo, c'était une idée folle. Pour réaliser leur plan audacieux, ils ont besoin d'aide. Eli est un photographe dont la mère est morte à Auschwitz. Marco est un ami de l'université. Et David, un médecin, a des rudiments de judo qui pourraient s'avérer utiles. Nous leur avons demandé s'ils étaient prêts à nous suivre et après leur avoir expliqué l'affaire, ils ont dit oui. Aucun d'entre eux n'était prêt sur le plan émotif ou physique. C'est la force persuasive de Serge qui les a ralliés. Beate leur décrit la routine quotidienne de Liška. Elle a passé plusieurs jours à Cologne pour l'épier. Il partait le matin pour aller à son travail. Il revenait le midi pour manger, puis il repartait à son bureau. Nous savions que ce ne serait pas facile. En cas de réussite, nous voulions le livrer à la police nationale, à Paris. En cas d'échec, nous voulions mobiliser l'opinion publique en Allemagne. L'équipe se rend à Cologne pour répéter l'enlèvement et finaliser les derniers détails. Mais les activistes se heurtent à un obstacle lorsque la voiture qu'ils souhaitaient louer n'est pas disponible. Ils voulaient louer une voiture. On leur avait promis un modèle avec 4 portes. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait que des voitures à 2 portes. C'est le pire modèle si on veut pousser quelqu'un à l'intérieur, surtout d'aussi grand que Liška. C'est impossible. C'est le premier signe que tout ne va pas comme prévu. Le jour de l'enlèvement, l'équipe se déploie. J'avais été volontaire dans l'armée israélienne en 1967. Je n'avais pas peur de l'action. Ils avaient prévu de mettre Liška dans le coffre de la voiture et de rouler jusqu'en périphérie de Cologne, où ils l'auraient transféré dans une autre voiture pour éviter de se faire repérer pendant le trajet jusqu'en France. Ils ont compris que c'était le moment de passer à l'action. Ils avaient un plan. Ce qui leur manquait, c'était le personnel pour le mettre en œuvre. Quelqu'un pour frapper un bon coup sur la tête de Liška. C'étaient des kidnappeurs amateurs. Au moment critique, Eli perd son sang-froid et fige sur place. Je ne crois pas qu'ils voulaient rentrer en France en disant qu'ils avaient manqué de courage pour aller jusqu'au bout. Ce premier échec a peut-être ranimé leur volonté. Dans un café, Serge rallie ses troupes.
Il leur rappelle pourquoi ils sont là. Kurt Lischka et des centaines de nazis comme lui doivent faire face à la justice. La situation était la même pour tous les nazis qui avaient commis des crimes en France. Et nous voulions la changer. Serge avait toujours à l'esprit les cris et les gémissements des enfants qui ont subi les arrestations brutales. Le trajet inhumain jusqu'à Auschwitz. Et finalement les chambres à gaz. Lischka, plus que toute autre personne, a été responsable de ces horreurs en France. En mai 1942, Lischka décrète que tous les Juifs de plus de 6 ans doivent porter l'étoile jaune de David. 2 mois plus tard, il ordonne la plus importante arrestation de masse de l'histoire française. Des milliers de Juifs ont été arrêtés au cours de la rafle du Vélodrome d'hiver, le 16 juillet 1942. 30 000 Juifs, dont 4 000 enfants. Plus de la moitié des victimes arrêtées ce jour-là mourront à Auschwitz. Si nous avions été arrêtés ce jour-là, je n'aurais jamais célébré mon 13e anniversaire. Simon Yeroukim doit sa survie à la présence d'esprit de ses parents. Ma mère a décidé d'aller chez notre femme de ménage qui vivait près de chez nous. Elle l'a suppliée pour qu'elle nous garde chez elle pour la nuit. Je me souviens de ce moment parce qu'encore aujourd'hui, je me rappelle avoir eu honte que ma mère pleure devant une étrangère. Mes parents nous ont expliqué que nous allions aller chez des fermiers qui n'allaient pas savoir que nous étions juifs et que nous devions faire semblant d'être catholiques. J'ai quitté cette maison et je ne les ai plus jamais revus. C'est comme si une partie de moi avait été arrêtée. Je partage le destin de ceux qui ont été déportés et qui sont disparus. Serge ne veut pas que le meurtrier nazi s'en sorte impunément. À 12h45, l'équipe tente à nouveau d'enlever Lischka. Dans la rue, ils se sont approchés de Lischka, qui, je le rappelle, était très grand. Nous nous sommes avancés. L'un de nous a pris un bras et un autre l'autre bras. Il a été surpris, comme n'importe quelle personne le serait si des étrangers lui sautaient dessus. Il était très lourd et c'était difficile de le pousser. Il a commencé à crier « Hilfe, Hilfe !»« À l'aide, à l'aide !» Ils l'ont frappé à nouveau et Lischka s'est effondré. Il ne s'est pas évanoui, mais il était un peu étourdi. Ils l'ont assailli et il est tombé. Il criait. Ils ont tenté de le pousser dans la voiture, mais les choses ont mal tourné pour eux. Un policier les a aperçus. Nous nous sommes enfuis vers la voiture pour échapper aux policiers.
Lischka criait « Où est mon chapeau ?» Lui et le policier semblaient se soucier uniquement de ce chapeau. C'était plutôt grotesque. Nous sommes repartis en France et Beate est restée derrière parce qu'elle se trouvait de l'autre côté de la rue. Nous savions qu'elle pouvait rentrer seule. Je ne crois pas qu'ils s'imaginaient réellement passer la frontière française avec Lischka dans le coffre de la voiture. Toutefois, ils savaient qu'ils allaient embarrasser les autorités. Les Klarsfeld n'ont pas capturé le nazi, mais ils espèrent que l'enlèvement raté fera la une des journaux. Le lendemain, à leur grande déception, la presse en a fait à peine mention. Ils en ont très peu parlé le lendemain, à part un entrefilet sur l'attaque d'un homme dans la rue. Beate a appelé les journaux en se faisant passer pour une voisine de Lischka. Elle a dit « Comment est-ce possible que personne n'ait raconté que le pauvre monsieur Lischka a été attaqué par des étrangers ?» Je leur ai dit que des Juifs français avaient voulu kidnapper l'ex-chef de la Gestapo en France. Le lendemain, les médias en ont parlé parce que la police avait été obligée d'avouer qu'il y avait eu une tentative d'enlèvement. Beate décide d'aller encore plus loin. Elle retourne à Cologne et avoue être responsable du crime. Des policiers sont venus et elle leur a dit qu'elle avait participé à la tentative d'enlèvement. Beate a expliqué qu'elle avait organisé la tentative d'enlèvement parce que l'Allemagne refusait de ratifier les traités avec la France et que Lischka était le premier criminel sur notre liste. Les policiers ne voulaient pas l'arrêter. Ils comprenaient qu'elle tentait de manipuler la police. Si l'Allemagne refuse de mettre un assassin derrière les barreaux, Beate est prête à sacrifier sa liberté. Le 31 mars 1971, à Cologne, Beate Klarsfeld veut forcer les autorités à prendre des mesures contre l'ancien chef de la Gestapo à Paris. Il ne suffit pas de dire que cet homme dirigeait tel service à Paris pendant la guerre. Il faut aussi montrer des preuves écrites des actions de cet homme. Il faut des documents qui portent sa signature, ses initiales. Une partie des documents concernant les Juifs est restée en France, à la retraite des Allemands. Nous avions un dossier solide contre Lischka. Sur les documents de la période de la déportation, ils ont vu son nom sur tous les documents adressés à Eichmann à Berlin. C'était un véritable assassin bureaucrate. Mes parents ont essayé de se rendre à la zone libre qui n'était pas sous l'occupation. Ils ont été arrêtés à la frontière et déportés sur le champ vers Auschwitz. Ils ont été gazés en septembre. C'était seulement 1 mois et demi après notre séparation. Ils étaient si jeunes, à peine le début de la quarantaine. Je ne veux pas penser à leur souffrance. C'est trop dur pour moi. Pour eux, c'était intolérable que des criminels de cette trempe restent impunis. La justice devait être rendue dans le cas de Lischka. En compagnie de survivants de l'Holocauste, Beate livre le dossier contre Lischka au procureur de Cologne. Nous avons rencontré le procureur assigné à l'affaire Lischka. Il a pris les documents. Je lui ai dit que nous voulions kidnapper Lischka, mais que nous avions échoué. Je lui ai remis le dossier. Beate place délibérément le procureur devant un dilemme.
L'arrestation de Beate aurait suscité une mobilisation des victimes, alors qu'en ne l'arrêtant pas, ils auraient prouvé que la justice allemande était incapable d'arrêter des gens qui posent des gestes illégaux comme les criminels nazis. La meilleure situation pour les Klarsfeld était que Lischka continue à mener une vie normale et que Beate soit jeté en prison. Les autorités ont finalement agi. Ils n'ont pas arrêté Lischka, ils ont arrêté Beate Klarsfeld. Beate passe 2 semaines à la prison d'Ossendorf. Cette arrestation valait le coup pour les Klarsfeld parce que la situation était embarrassante pour les autorités en place. Une jeune femme se trouvait enfermée alors qu'un nazi haut gradé était en liberté. Beate et moi avions décidé d'obliger le Parlement allemand à adopter une loi permettant que l'on juge ces criminels. Mais Serge sait bien que cette stratégie ne suffira peut-être pas. Il y avait des hommes puissants qui étaient contre cette loi qui donnerait la possibilité de juger les criminels nazis en Allemagne. On ne sentait pas le besoin en Allemagne de faire de l'introspection en arrêtant des individus comme Lischka pour qu'ils soient jugés. La volonté n'y était pas. L'injustice de l'incarcération de Beate devient une cause célèbre. Les journaux de France en ont beaucoup parlé. Il y a eu d'énormes manifestations organisées par Serge pour libérer Beate. Sans autre pouvoir que leur courage, c'est incroyable de voir les moyens qu'ils ont trouvés pour utiliser la presse afin de faire valoir leur position morale. Sous la pression, les autorités libèrent Beate. Ils ont placé la barre très haute en opposant la justice à l'injustice. Cependant, plus les Klarsfeld se battent pour traduire les nazis en justice, plus ils sont menacés par ceux qui sont déterminés à les arrêter. Un jour, ils ont reçu à leur appartement de Paris un colis d'un admirateur qui semblait contenir des chocolats. Il était envoyé par un certain Siegel, un nom juif, et le prénom commençait par S, ce qui faisait SS. Serge a eu des soupçons. Serge a retiré délicatement le papier. Il y avait une boîte de bonbons et de la poudre noire. Heureusement, Beate et les enfants n'étaient pas là. On leur avait envoyé une boîte de bonbons qui était en fait une bombe. J'ai apporté le paquet à la police. Il l'a mis dans un sac de plastique et l'a apporté à pied à la police. Sur son chemin, un ami lui a demandé ce qu'il transportait et Serge a répondu « Oh, ça, c'est une bombe !» Les policiers l'ont examiné et lui ont dit qu'il était chanceux d'être vivant. Ils ont découvert 300 grammes de dynamite et 500 grammes de clous. Ce demi-kilo d'explosifs aurait complètement détruit leur appartement. Les Klarsfeld ont été très chanceux.
Il y avait des complots des extrémistes de droite en Allemagne pour nous tuer. Ils ont mis leur vie en danger de leur plein gré. Nous prenions ces menaces au sérieux, mais elles ne nous ont pas arrêtés. Mai 1973. Beate met encore plus de pression. Enceinte de 7 mois, elle rassemble les survivants d'Auschwitz pour occuper le bureau de Lischka. Elle n'a jamais eu peur. Jamais, jamais. Confronté par ses accusateurs, l'homme d'affaires moderne révèle sa vraie nature d'agent de la Gestapo. Il a sorti un pistolet et il a poussé un des manifestants contre un mur. Haïssait-il les Klarsfeld? En tout cas, il en avait peur. Il n'aurait pas posé ce geste s'il n'avait pas eu peur d'être puni. Grâce à nos actions de protestation, nous avons mis de la pression sur la société allemande. Les Klarsfeld sont d'excellents manipulateurs. Ils savent comment présenter les choses au public. Il voulait que l'Allemagne s'occupe de Lischka. C'était notre stratégie. Serge était lui-même un enfant de l'Holocauste. Il avait 8 ans quand ils ont emmené son père. En septembre 1943, la Gestapo fait irruption chez Klarsfeld. Il se cache avec sa mère et sa sœur dans un compartiment secret, au fond d'une garde-robe. Ils nous ont cherchés. Un Allemand a ouvert la garde-robe et il a poussé les vêtements. Mais il n'a pas touché le bois, au fond. Le matin, quand il n'y avait plus d'Allemands, nous nous sommes enfuis. Le jeune Serge ignore alors ce qui est arrivé à son père. Nous avons appelé les procureurs allemands pour leur dire que s'ils ne faisaient rien pour juger ces criminels, un jour, quelqu'un irait en Allemagne avec une arme pour tuer Lischka. Malgré la pression, les législateurs allemands ne bronchent pas. En septembre 1973, 3 ans après le début de la traque, Serge n'en peut plus d'attendre. Il se fait justicier. Serge est allé seul à Cologne avec un pistolet. Je savais que la menace de tuer les nazis criminels ne serait pas prise au sérieux tant qu'on n'en ferait pas la démonstration. S'il n'obtenait pas justice au sein du système judiciaire, il prendrait donc les choses en main. J'ai attendu que Lischka sorte de son bureau pour se rendre à sa voiture. Lorsqu'il est arrivé, je l'ai surpris avec le pistolet. Serge lui a brandi le pistolet au visage. Il criait, il avait peur. Je lui ai mis le pistolet sur la tête. Lischka avait les yeux exorbités. Il a cru qu'il allait être assassiné. Tout comme ses victimes 30 ans auparavant, Kurt Lischka voit la mort en face. L'une de ses victimes était le père de Serge, Arno Klarsfeld. Comme des milliers d'autres juifs français, il a été déporté sous les ordres du chef de la Gestapo.
Il a été envoyé à Auschwitz. Il a survécu jusqu'en août 1944. Lischka était le personnage central du massacre des Juifs français qui étaient encore vivants et qui pouvaient être punis. Si personne ne le faisait, Serge allait s'en occuper. Je ne voulais pas avoir survécu pour rien. Lischka pensait qu'il allait mourir. J'ai décidé de ne pas le tuer. Ça aurait été un geste de désespoir. Je n'ai pas tiré. J'ai souri, j'ai ri et je suis parti. Brandir un pistolet au visage de Kurt Lischka était un meurtre symbolique. C'était sa façon de demander justice. Ce n'était pas une revanche. Serge est revenu à Paris et nous avons appelé le procureur allemand. Je lui ai dit que si nous voulions tuer ces criminels, nous le pouvions, même s'il les protégeait. Et cela risquait d'arriver si l'Allemagne ne faisait pas son devoir. Finalement, après bien des hésitations et beaucoup de pression de la part des Klarsfeld, la loi a été adoptée. Nous avons obtenu sa ratification. Ça s'est passé en janvier 1975. Après 5 ans de campagne, la nouvelle loi est promulguée. Elle est surnommée loi Klarsfeld, en reconnaissance de leurs efforts inlassables. Leur lutte n'est toutefois pas terminée. Lischka et d'autres criminels nazis doivent subir leur procès. Nous menions une guerre contre ces criminels nazis. Ils ont trouvé le moyen de se servir de leur ingéniosité, de leur courage et de leur absence d'inquiétude sur leur sort pour accomplir de grandes choses. Juillet 1978. 2 ans après l'adoption de la loi Klarsfeld, la police allemande arrête Kurt Lischka pour le meurtre de 33 000 juifs français. Ce qui est étonnant, c'est que cet homme que nous avions confronté auparavant n'a jamais cru qu'il serait jugé un jour. Il était devenu possible de le juger à Cologne. Nous étions très, très heureux. À l'annonce des futurs procès de nazis, les activités des néo-nazis contre les Klarsfeld se sont intensifiées. Pendant la nuit, nous avons entendu une explosion. Beate m'a dit qu'elle pensait que c'était notre voiture. Dans le garage du sous-sol de l'édifice où vivaient les Klarsfeld, leur voiture a explosé. L'enquête a démontré que la bombe devait exploser lorsque Serge allait reconduire sa fille à l'école. C'était donc une tentative de meurtre. Comme toujours, les Klarsfeld n'ont pas abandonné. Quand on ne pense qu'à sa sécurité, on ne fait rien. Le 23 octobre 1979, le procès de Kurt Lischka commence.
Même si Lischka a été poursuivi en justice, les Klarsfeld n'ont pas cessé leurs activités. Ils ont déterminé que la meilleure façon de montrer au public allemand la gravité des crimes reprochés était de réunir d'anciens prisonniers des camps de concentration et de leur demander de porter leur uniforme avec l'étoile jaune de David. À ce procès pour crime de guerre, on juge également l'adjoint de Lischka, Ernst Heinrichsson, et Herbert Hagen, un haut gradé SS qui était également en France. Ils ont amené les trois accusés dans un box cloisonné. Ils ressemblaient à des hommes d'affaires. On lisait sur leur visage qu'ils se disaient « Pourquoi nous faites-vous subir ça? Nous ne sommes pas des criminels. » Pour le verdict, les Klarsfeld imaginent un dernier coup d'éclat. Ils font venir de France un train transportant 1500 Juifs. C'étaient les mêmes wagons à bestiaux qui emmenaient les Juifs de France vers l'Est, en passant par l'Allemagne, jusqu'au camp de concentration. Ce train hautement symbolique transportait des Juifs français jusqu'en Allemagne pour le procès. Il y a eu une grande manifestation dans les rues de Cologne. Des jeunes criaient « Lischka est un meurtrier, Hagen est un meurtrier ». Ces Juifs français qui s'étaient sentis impuissants se rendaient soudainement compte qu'ils formaient un peuple. 9 ans après la découverte de Kurt Lischka par les Klarsfeld, les trois accusés sont déclarés coupables. Pour moi et pour ceux de ma génération, la capture de ces meurtriers apporte un sentiment, je ne dirais pas de joie, mais de contentement, parce que justice a été rendue. Personne n'aurait identifié les principaux protagonistes de la solution finale en France si les Klarsfeld n'avaient pas été là. Lischka a été condamné à 10 ans de prison. Même si Lischka a été condamné à 10 ans, il n'est resté en prison que 5 ans parce qu'il avait des problèmes de santé. Il est mort dans une maison de retraite. Le procès de Lischka était pour nous le procès de ceux qui ont vécu impunément en Allemagne pendant plus de 30 ans et qui ont été jugés par une nouvelle Allemagne. Nous les avons obligés à faire quelque chose qu'ils ne désiraient pas faire. C'est difficile de concevoir la profondeur de l'engagement de ce couple. Cet engagement les liait jusqu'à la mort, s'il le fallait. Ces crimes ne seront jamais oubliés, mais les criminels ont finalement été jugés pour les crimes qu'ils ont commis.